Bonjour et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous du Club des Petites Villes de demain. Je suis Juliette Auricos, directrice du programme Petites Villes de demain à l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une heure pour parler fonds européens et plus exactement fonds européens au service de vos projets. Et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir ma collègue Véronique Ménez, donc, qui est coordinatrice des fonds européens au sein de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, ainsi que Karine Vernez, donc directrice des fonds européens au pôle Europe et international de la région Nouvelle-Aquitaine. Bonjour à toutes les deux et merci beaucoup de nous avoir rejoints. Alors ce rendez-vous, ce point, il nous semblait essentiel au moment où la phase concrète commence dans un grand nombre de territoires petites villes de demain et la question des financements de vos projets commence à émerger de manière très claire dans plusieurs territoires et également à l'aube de la présidence française de l'Union européenne qui débutera en janvier 2022. Donc on aura l'occasion de revenir sur ces questions de fonds européens et tout au long du premier semestre, mais ça nous semblait important assez rapidement d'en parler pour que vous commenciez à bien appréhender tous ces sujets, s'ils étaient nouveaux pour vous, de les approfondir si ce n'est pas le cas. Donc aujourd'hui, on va s'attacher principalement au FEDER, qui est le Fonds européen de développement régional, dont la gestion est assurée par les conseils régionaux. On évoquera également le LEADER et les autres fonds pouvant vous aider à bâtir votre projet. Comme toujours, je vous invite à poser les questions que vous pourriez avoir pour nos intervenantes dans l'onglet questions et réponses et tout problème technique dans le chat. Et bien évidemment, comme d'habitude, les supports de présentation sont mis à disposition dès à présent. Vous retrouvez le lien dans le chat et un replay sera disponible dans les prochains jours sur notre page YouTube. Donc, en termes d'organisation, on vous propose de découvrir avec une brève vidéo un exemple de financement européen avec du leader dans la Creuse. Puis, nous aurons le plaisir d'écouter Véronique et Karine dans une partie table ronde. Donc, n'hésitez pas, comme je l'évoquais, à poser toutes vos questions, puisqu'à la fin de cette table ronde, nous prendrons les questions que vous aurez soulevées. Donc, sans plus attendre, je vous propose qu'on se dirige vers la Creuse et l'exemple du Louloubus. Je m'appelle Bénédicte Grelet, je suis co-responsable du Louloubus, une halte garderie et un relais assistante maternelle itinérant en Creuse, en région Nouvelle-Aquitaine. Donc il y a 5 communes qui bénéficient du Louloubus, donc dans un périmètre de 20 km. C'est un département très rural et où il y a peu de population concentrée dans une même ville. L'itinérance, ça a permis aux assistantes maternelles et aux parents de se rencontrer. On aménage une salle des fêtes pour que les enfants, on puisse les accueillir donc à partir de 9 h avec les parents. On accueille les enfants de 2 mois jusqu'à 4 ans et on a la possibilité d'accueillir 8 enfants plus une place en urgence. Nous avons tout ce qu'il faut pour que l'enfant passe une bonne journée et que son développement puisse se faire dans les meilleures conditions. C'est la communauté de communes Porte de la Creuse en Marche qui a mobilisé les fonds européens LEADER qui ont financé le Louloubus à hauteur de 25 000 €. Ça a permis de prendre le temps de poser les bases et ensuite d'avoir un projet qui est maintenant reconnu et de qualité. Il faut que les fonds européens continuent à soutenir des expérimentations car ça permet aux communes rurales de voir naître des projets innovants et structurants pour la population actuelle, mais aussi de pouvoir attirer de nouvelles populations. Sans l'Europe, le Louloubus n'existerait pas.
Nous avons donc découvert cette solution d'accueil pour les enfants de moins de 4 ans en halte garderie et relais d'assistante maternelle itinérant. Donc ce Louloubus qui transporte le matériel nécessaire de village en village pour la garde d'enfants, porté par la communauté de communes Porte de la Creuse avec le soutien du FEADER. Voilà, donc on trouvait que c'était un bon exemple pour ouvrir cette phase de table ronde. Donc, comme je l'évoquais, nous avons la chance d'avoir 2 expertes avec nous aujourd'hui. Donc, pour ceux qui nous ont rejoints, donc Karine Vernès, donc directrice des fonds européens au pôle Europe et international du Conseil régional Nouvelle-Aquitaine, et Véronique Ménez, coordinatrice des fonds européens au pôle Europe de l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Donc, comme je le rappelais en introduction, les conseils régionaux sont depuis 2014 les autorités gestionnaires de la majorité des fonds européens structurels et d'investissement. Et donc, avant de revenir sur ce rôle central et essentiel à travers l'exemple de la Nouvelle-Aquitaine, Véronique, pouvez-vous nous aider à avoir une vision transversale et un peu panoramique en nous expliquant quels sont les fonds européens disponibles en France pour les collectivités? Oui, bonjour à tous. Donc, effectivement, Véronique Ménez, également au sein de la NCT, coordinatrice des fonds européens. Alors, je vais vous présenter le panorama. Donc, les fonds européens, ça effraie souvent un peu les gestionnaires en collectivité parce que ça semble toujours un peu complexe. Mais l'idée, c'est vraiment de se plonger dedans une bonne fois pour toutes pour voir de quoi il en retourne parce qu'effectivement, ce sont vraiment des milliards d'euros au service du développement des territoires. Alors, j'ai essayé ici de mettre un peu un panorama de ce qui sera disponible pour la période 2021-2027, puisque le cadre financier de l'Union européenne est construit sur une base de 7 ans. Donc là, la période 2014-2020 s'achève. Il y a encore des crédits qui pourront être utilisés de cette période jusqu'en 2023. Et du coup, là, on est dans la période de chevauchement avec la fin des crédits 2014-2020 qui s'achève et les crédits 2021-2027 qui arrivent tout doucement. Alors, entre les deux, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une petite perturbation économique mondiale, si bien que le panorama des fonds qui existent en France a un peu évolué dans le cadre de la relance européenne. Alors, concrètement, pour la période 2021-2027, on peut chiffrer à environ 70 milliards d'euros les crédits dont la France va pouvoir bénéficier pour financer des projets de développement. Alors, les grosses enveloppes, les plus classiques. Alors, sur la partie gauche, c'est le classique. Et puis, tout à droite, vous avez le plan de relance de l'Union européenne. Donc, ça, ce sont les 40 milliards de crédits exceptionnels. Alors, je vais commencer par les fonds plus classiques. Donc, on a la politique de cohésion, dont l'objectif, c'est la première politique d'investissement de l'Union européenne, dont l'objectif est de réduire les inégalités territoriales dans l'Union européenne. Les thématiques soutenues, ça va être la recherche, l'innovation, l'aide aux entreprises, l'environnement, les transports, les transitions énergétiques. Et puis, on a le FSE, qui est plus le volet social de cette politique de cohésion, avec tout ce qui est emploi, formation, inclusion, éducation. Donc ça, c'est les deux grandes politiques, deux grands fonds qui financent la politique de cohésion en Europe. Alors, sur cette nouvelle programmation, on a une nouveauté. Vous avez sans doute entendu parler du Pacte vert pour l'Union européenne, le fameux Green Deal. Et là, il y a un nouveau fonds qui s'est greffé à cette politique de cohésion, qui est le Fonds de transition juste, et là, qui cible vraiment quelques territoires à forte émission de carbone en France. Donc, ça ne concerne pas tout le monde. Et c'est pour accompagner ces territoires dans une transition vers la neutralité carbone. Donc, les enveloppes de ces différents fonds, on est à 9 milliards pour le FEDER, près de 7 milliards pour le FSE, donc tout ce qui est le volet social, et 1 milliard pour le FTJ, le Fonds de transition juste. Voilà, donc on est à une enveloppe globale d'environ 17 milliards sur cette politique de cohésion. Ensuite, on a la politique commune de la pêche, dont l'objectif, c'est un peu la déclinaison pêche-aquaculture de la politique agricole commune. Donc l'objectif de ces deux politiques, la politique de la pêche comme la politique agricole commune, c'est d'assurer la pérennité du modèle alimentaire européen et de garantir des revenus satisfaisants pour les producteurs
et des emplois stables. Et dans la politique agricole commune, on a un volet développement rural où là, plus largement, ça va être d'accompagner le développement économique des zones rurales. Donc, on voit bien que sur le développement économique des zones rurales, on a deux fonds qui peuvent intervenir. On a d'une part le FEADER et également le FEDER dans une certaine mesure, qui vont cibler plus spécifiquement les zones rurales. Dans le passé, c'était plutôt FEDER sur les zones urbaines, FEADER sur les zones rurales, mais sur cette nouvelle programmation, c'est une nouveauté, le FEDER peut intervenir en zone rurale. Donc sur la politique commune de la pêche, on a une petite enveloppe de 600 millions d'euros, mais qui cible du coup plus spécifiquement les zones côtières. Et puis le FEADER, c'est une assez grosse enveloppe de 14 milliards d'euros pour la période. Donc on est à près de 2 milliards par an, avec un volet qui est géré directement par le ministère de l'Agriculture et un autre volet qui est géré par les régions, sur toute la partie plutôt développement économique des zones rurales. Et enfin, donc la dernière case, donc c'est dans le cadre du plan de relance européen. L'Europe vient cofinancer le plan de relance national France Relance, le fameux plan dont on a entendu parler il y a un an, les fameux 100 milliards d'euros qui ont été injectés dans l'économie française dans le cadre de la relance française. En fait, sur ces 100 milliards d'euros, 40 milliards proviennent de crédits européens. Et donc, ça finance des sujets tels que la compétitivité, la transition, la cohésion, le numérique. Donc, il y a pas mal de sujets et qui en fait, sont souvent assez proches des sujets qui sont financés historiquement par l'Union européenne. Donc, c'est pour ça que je précise, attention au non-cumul de ces fonds, puisqu'on n'a pas le droit d'avoir deux fonds européens qui viennent financer un même projet. Donc, soyez vigilants, je préfère le redire. Donc voilà pour le panorama un peu global pour les 7 prochaines années. Sachant que la partie plan de relance de l'Union européenne, dans 3-4 ans, normalement, les crédits seront tous consommés. Mais les autres vont bien être là pour les 7 prochaines années comme d'habitude. Merci beaucoup. Slide suivant. Oui, pardon. Non, c'est parfait. Donc, je poursuis effectivement. Quels sont les crédits auxquels vous pouvez accéder en tant que collectivité? Donc, les collectivités, c'est une grosse partie des bénéficiaires des fonds européens. Alors là, j'ai fait un zoom sur le FEDER, donc les fameux 9 milliards qui étaient tout à gauche de la petite présentation de tout à l'heure. Et donc, on voit bien que les collectivités, alors c'est 25% des crédits européens, français, qui ont été alloués à des collectivités infrarégionales. Parce que les régions sont aussi des gros bénéficiaires de fonds européens, mais 25% des projets sont portés par des collectivités locales, infrarégionales. Donc, c'est quand même une partie importante. Donc, vous êtes véritablement ciblé par ces fonds européens. Et donc, tout l'enjeu, c'est de réussir à aller les chercher. Alors, l'idée de ce séminaire, c'est aussi de vous présenter un petit peu quelles sont les thématiques pour que vous soyez inspirés et que vous ayez les réflexes fonds européens sur vos projets d'investissement. Donc là, on voit bien qu'il y a une grosse partie de l'enveloppe qui va cibler des projets environnement et transition énergétique, puisque c'est quasiment les 2 tiers de l'enveloppe. Donc environnement, on est sur de l'aménagement touristique, de la réhabilitation de friches, de l'animation de zones Natura 2000, d'investissement dans des parcs naturels ou des choses comme ça. Et sur la transition énergétique, là, on va avoir beaucoup de rénovation énergétique de logements sociaux ou de rénovation énergétique de bâtiments publics, des pôles multimodaux dans le cadre de stratégies urbaines, de mobilité urbaine, des chaufferies municipales, des méthaniseurs, des pistes cyclables, beaucoup de choses en lien avec la transition énergétique. Ensuite, on a d'autres sujets qui peuvent être traités par les fonds européens. Donc, j'ai évoqué en vrac le numérique, les TIC avec l'équipement des collectivités, des espaces de médiation numérique. Le sujet du changement climatique avec des appuis à des stratégies de prévention et d'adaptation au changement climatique. De l'inclusion sociale, donc là on avait eu l'exemple du Loulou-Bus. Alors dans le cas d'espèce, il avait été financé, je crois, par Leader, d'après ce que je comprends, mais c'est tout à fait le type d'investissement qui peuvent également être financés par du FEDER. Des équipements sportifs dans des quartiers pauvres, des maisons de santé. Il peut y avoir ce type d'investissement. Et puis, toute une diversité de projets qui peuvent être en fonction des stratégies territoriales.
Donc voilà le panorama des types de projets qui peuvent être soutenus par le FEDER. Euh, on va passer à la suite. Merci beaucoup, Véronique. Je crois que je vais céder la parole à Karine si ça te convient et on reviendra ensuite ensemble. Du coup, Karine, est-ce que, donc là, merci beaucoup à Véronique d'avoir pris soin pour les 130 participants, d'avoir une approche pédagogique de ce foisonnement de fonds européens. Je me permets enfin voilà, en tout cas, on sait bien que c'est pas forcément évident. Effectivement, c'est important quand même de bien en comprendre l'organisation et les grands thèmes pour pouvoir s'inspirer. Oui, Véronique, je vous en prie. Oui, en fait, je réalise que j'avais encore une dernière diapo à présenter Bien sûr, également avant de passer la parole à Karine. aucun problème. Effectivement, de rappeler quels sont les principes de gestion des différents projets qui sont financés par des fonds européens. Voilà, Mm, c'était, mm. excusez-moi, Important, effectivement. voilà. Donc, effectivement, il faut, alors, donc, ces fonds européens effraient un peu tout le monde. Donc, je voulais vous rappeler un petit peu les principes de gestion des projets qui sont financés sur crédit européen. Parce qu'effectivement, ce qui est attendu, c'est une gestion extrêmement rigoureuse parce que c'est pour pouvoir se faire financer. Donc, les 4 conditions pour bénéficier de fonds européens, ce sont les suivantes. Donc déjà, il faut que votre projet s'inscrive dans le cadre stratégique existant. Donc, il y a déjà un règlement européen qui précise quelles sont les thématiques qui pourront être soutenues par des fonds européens. Et ensuite, au niveau régional, qui sont les gestionnaires des fonds européens, les régions sont les principales gestionnaires des fonds, les principaux gestionnaires des fonds européens. La région précise les domaines qu'elle estime prioritaires pour bénéficier de ces fonds européens. Donc, il faut que votre projet s'inscrive dans ce cadre européen et régional. Ouais, européen, national, puisque nous, on met aussi un cadre national, et régional. Et donc, si votre projet d'investissement rentre dans les clous, il y aura un appel à projet ou des appels au fil de l'eau, et vous pourrez demander un financement de votre projet. Alors, souvent, dans la plupart du cas, ce n'est pas un financement à 100%, c'est un cofinancement. Et il va falloir prouver que votre projet est cofinancé. Alors, soit par des crédits, vos propres crédits, par des crédits régionaux, départementaux. En tout cas, l'Europe vient en cofinancement de votre projet. Les projets européens les crédits européens sont reçus sur la base d'un remboursement, donc il faut que ce soit un remboursement de facture acquittée. Donc il faut être en capacité d'avancer les frais. C'est pour ça que c'est quelque chose qui est plus facile pour une collectivité territoriale et parfois plus compliqué pour une structure privée type associative. C'est pour ça que les associations sont si parfois réticentes à aller chercher des fonds européens. Mais pour les collectivités, c'est quelque chose qui est quand même plus simple de pouvoir avancer les frais. Et enfin, donc c'est effectué sur la base du remboursement, mais ça exige un suivi des dépenses et des réalisations extrêmement rigoureux. Donc chaque pièce justificative, soit des dépenses, soit des réalisations, doit être consignée. Et c'est grâce à ces éléments, ces justificatifs, qu'il y aura une vérification de toutes les pièces qui décidera du montant qui vous sera alloué. Voilà pour le cadre de gestion. Donc ça vaut pour les fonds FEDER, FSE, FEADER, FEAMPA. Sur la FRR, c'est un petit peu différent parce que c'est vraiment donc, la partie qui vient du plan de relance européen, parce qu'il peut y avoir du 100% et ça a été joint au crédit État. Voilà donc en quelques mots et maintenant je passe la parole effectivement à Karine. Merci beaucoup, Véronique. Effectivement, donc Karine, on aurait voulu savoir comment vous êtes organisée en Nouvelle-Aquitaine justement pour répondre à cette mission qu'on évoquait. Et voilà, comment le conseil régional travaille avec les collectivités, à quel moment justement par rapport à la définition de leur projet et à cette convergence, on va dire, entre projet et cadre stratégique. Déjà, bonjour à toutes et à tous. Merci à la NCT de cette invitation et de nous laisser un petit peu voilà, ce temps d'échange et en tout cas de
de participer à porter à connaissance de l'existence des fonds européens et de pouvoir effectivement voilà, porter cette parole et cette information. Alors nous, c'est vrai que côté Nouvelle-Aquitaine, on a fait plusieurs temps pour essayer d'informer, mais c'est vrai que l'art de la répétition est important dans les fonds européens. Parce qu'effectivement, comme le disait Véronique, déjà, ce n'est pas forcément connu par tous, toutes les possibilités qui existent. Et je trouve ça parfois dommage parce que y a de l'argent pour pouvoir effectivement soutenir les projets. Et puis parfois, ça a une image un petit peu de complexité, donc ça abîme un peu cette image. Et donc, on a parfois un petit peu de réticence ou aussi parfois, les petites communes ne sont pas aussi armées pour répondre à tout ça, d'où le rôle des équipes de la région, notamment de la région de Nouvelle-Aquitaine, d'accompagner, d'informer, d'être là dans le contact dès le début de l'idée du projet. Alors nous, souvent, c'est le conseil qu'on donne, c'est qu'en fait, dès qu'il y a une idée du projet, il faut venir voir les équipes de la région pour justement faire la plus ingénierie plus fine possible financière autour du projet et comment mieux l'accompagner pour essayer de bien répondre aux attentes que disait Véronique tout à l'heure, que ça correspond aux objectifs du programme, du cadre européen, du cadre national et du cadre régional. Donc voilà, et effectivement, la région, on est organisé de telle manière où sur le site internet qu'on évoquera peut-être un peu plus tard tout à l'heure, sur l'Europe en Nouvelle-Aquitaine, on a mis en place par thématique des points de contact. Et en fait, quand la personne dépose sa demande d'information, ça arrive directement dans les services thématiques concernés. Et derrière, il y a une prise de contact qui se fait, prise de rendez-vous, d'information et d'échange dès le début de l'idée du projet. Et puis ensuite, effectivement, on essaye de participer. Par exemple, cet été, j'étais au congrès des maires en Corrèze. On était au congrès des maires de la Vienne la semaine dernière. Voilà, donc, on essaye de plus en plus aussi de participer à ce genre d'événements. Et puis, quand il y a eu les premières propositions de la Commission européenne pour cette génération de 7 ans, 21-27, on a organisé une vingtaine de réunions sur chaque département, deux par département, où on a invité effectivement l'ensemble des communes et des EPCI, ou même le système, ou même le tissu associatif, ou même socio-économique, à venir pour pouvoir effectivement leur parler de ce qui existe et comment c'était possible et effectivement de créer ce lien. On avait réussi à peu près à toucher 1500 personnes, ce qui était quand même pas mal. Voilà. Donc pour la Nouvelle-Aquitaine en 21-27, effectivement, comme disait Véronique, il y a beaucoup de thématiques, mais même qui existent dès aujourd'hui, 14-20 aussi, pour les communes et leurs EPCI, tout ce qui est autour de la mobilité urbaine durable, sur les pôles d'échange, les pistes cyclables, l'efficacité énergétique des bâtiments, où là, effectivement, il y a un gros enjeu de rénovation, effectivement, et de réhabilitation. Alors, on est bien sur de la rénovation-réhabilitation, on ne construit pas quand on est sur l'efficacité énergétique. Sur les énergies renouvelables, comme l'évoquait l'exemple des méthaniseurs, mais aussi tout ce qui est autosystème de, voilà, par exemple, en termes de chauffage, on a pu soutenir voilà, sur des municipalités tout un système de chaufferie entre les bâtiments publics ou les écoles, le gymnase, des choses comme ça. Ce qui est un petit peu moins méconnu, mais qui existe, c'est tout ce qui est accompagnement des technopoles, des incubateurs, des pépinières, parfois portés par des communes, ou sur des requalifications de zones, des zones plutôt à vocation industrielle, parce que souvent il y a une pour requalifier derrière. Et puis tous les sujets de biodiversité et de gestion des risques aussi que Véronique a évoqué, notamment en Nouvelle-Aquitaine. On a beaucoup d'enjeux sur la gestion du risque par rapport au littoral. Donc les communes et EPCI portent beaucoup de sujets là-dessus. Et ce qui est important aussi de poindre un petit peu sur 21-27, c'est tout ce qui est autour de la gestion de l'eau. Et effectivement, les communes peuvent aussi avoir un enjeu là-dessus. Mais le souhait sur cette nouvelle génération de programme de notre président, ça a été de se saisir, ce qu'évoquait Véronique, de la nouveauté par rapport au FEDER, qui s'est peut-être un peu éloigné des dossiers un petit peu type, qu'on peut plus sur leader, sur 14-20, avec l'approche territoriale des fonds européens. Donc, il y a eu un souhait de mobiliser pas loin de 180 millions d'euros pour effectivement les territoires, qui sera à la main des territoires, ils seront maîtres de leur animation, de leur stratégie et du souhait de choix des opérations sur lesquelles ils veulent mobiliser les fonds européens. Et là, effectivement, on est sur les sujets très en lien avec les objectifs de votre dispositif, de la NCT, sur l'attractivité durable et équilibrée des territoires avec l'accès aux services, sur le soutien aux dynamiques d'innovation et de reconversion des territoires. Donc, effectivement, c'est voilà, la nouveauté 21-27 et l'idée de mobilisation de fonds européens, c'est d'être en lien avec la politique contractuelle de la région, puisque la nouvelle mandature, nouvelle politique contractuelle qu'on est en train de redéfinir avec tous les territoires. Donc, l'ensemble, effectivement, des EPCI de la région sont mobilisés sur ce sujet-là et vont devoir répondre à un appel à candidature pour pouvoir, effectivement, animer et faire vivre une stratégie en lien avec les objectifs de l'Union européenne et de ses programmes FEDER et LEADER, puisque, effectivement, l'idée, c'est
de mettre en lien FEDER et leader, sachant que leader est très zone rurale, mais le FEDER peut aussi aller en zone rurale, ce qui était le cas sur le programme Opération 2020-14-20, où sur le FEDER, on était à la fois en ville, mais aussi plutôt aussi à la campagne. Voilà. Merci beaucoup, Karine. Alors, je vois qu'il y a pas mal de questions qui commencent à arriver sur l'onglet questions-réponses. Merci beaucoup aux participants de jouer le jeu. Donc, Véronique et Karine répondront à certaines questions par écrit et puis les autres, on les prendra à la fin de nos échanges. Peut-être pour aller encore plus loin dans le concret par rapport à ce que vous avez commencé à esquisser toutes les deux, est-ce que vous pourriez nous indiquer comment financer son projet? Alors, je ne sais pas si on finance son projet de territoire, mais en tout cas, c'est certains projets de son projet de territoire avec des fonds européens concrètement. Comment je m'y prends? Donc, j'ai compris qu'il fallait que j'aille le plus tôt possible. Mais voilà, comment je fais? Et est-ce que vous auriez un ou deux exemples complémentaires du Loulou-Bus qu'on a découvert en ouverture? Je ne sais pas qui souhaite répondre en premier, Véronique ou Karine? Je vais peut-être répondre. J'avais mis dans la présentation l'exemple de notre moteur de contact, justement pour montrer, voilà, chaque région a cette obligation d'avoir un site Internet. Ça fait partie des obligations de l'Union européenne. Même la France, en tant qu'État membre, a son site, que Véronique évoquait tout à l'heure. Donc, effectivement, il faut aller sur ce site. En tout cas, pour la Nouvelle-Aquitaine, il y a un petit moteur, je ne sais plus où c'est. Voilà. Donc effectivement, j'ai un projet, il y a des thématiques et on rentre. Donc nous, ça nous permet derrière après ensuite de recevoir ce message et de rentrer en contact avec nous. Sinon, l'autre manière, effectivement, en tant que commune ou EPCI, c'est aller vers justement cette structure qu'on appelle les groupes d'action locale qui est géré leader en 14-20, mais qui chez nous en Nouvelle-Aquitaine gérera du FEDER et du FEADER pour la génération 21-27. Et il y aura une personne qui s'appelle l'animateur GAL, animateur du groupe d'action locale, qui sera aussi un point d'entrée avec vous pour vous aider à aller chercher des fonds européens et monter le projet. Les agents de la région sont aussi là pour vous accompagner à monter toute la partie aussi administrative et financière. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment rentrer en contact dès le début. Et dans les exemples de projets, je vais en mettre 3 dans le chat. Donc, par exemple, un exemple de projet d'un cinéma, donc dans plutôt une communauté de communes assez rurale. Service de proximité avec une boucherie, je le mettrai. Et puis, je vais mettre aussi un tiers-lieu autour des métiers du web, des métiers du numérique. Merci beaucoup, Karine. Je ne sais pas, Véronique, si vous souhaitiez compléter. Je vois que vous êtes. Merci beaucoup. Oui, pardon, c'est bon. Je vois qu'il y a aussi plein de questions-réponses dans le chat. Donc, est-ce que vous souhaitez que j'en prenne quelques-unes à l'oral? On peut faire ça et puis on parlera. Ou alors on parle peut-être tout de suite de la relance, vu qu'il y avait une question là-dessus. Ça permet de répondre à une de ces questions-là. Puisque tout à l'heure, dans le propos posant un peu le panorama des fonds européens, vous avez évoqué justement cette brique liée à la relance. Et justement, certains souhaitaient en savoir plus, et donc ça tombait bien, parce que c'était prévu. Donc, je vous cède la parole pour nous décrire cette brique un peu exceptionnelle. Donc, effectivement, il y a eu ces 40 milliards d'euros de fonds européens qui sont arrivés qui sont arrivés un peu dans le cadre de la crise sanitaire pour financer de la relance en France. Donc, c'est financé par un fonds qui s'appelle la Facilité pour la reprise et la résilience. Donc, ces 40 milliards ont dû être... La France a dû dire à l'Union européenne comment elle prévoyait d'utiliser ces 40 milliards et la Commission européenne, l'Union européenne devait valider ce plan national, ce programme national, et l'Union européenne avait mis quelques principes dans l'utilisation de ces crédits. Donc, il fallait que ces 40 milliards contribuent à des objectifs climatiques à hauteur de 37% des engagements financiers. La France est allée au-delà, on est allé jusqu'à 50%. Donc, on est vraiment beaucoup sur des sujets de transition énergétique, de transition au sens large. 20% des crédits devaient cibler des objectifs numériques, donc tout ce qui est numérisation de la société, et pour une plus grande résilience de la société. Et puis, le principe d'utilisation de ces crédits, c'est un peu plus souple, c'est sur la base d'atteinte de cibles. En réalité, ce n'est pas tellement plus souple
que les fonds européens classiques, enfin les fonds FEDER de la politique de cohésion, par exemple, qu'on a l'habitude d'utiliser. Mais vis-à-vis de l'Union européenne, c'est quand même un peu plus simple, le circuit de gestion. Alors, comment vous pouvez, vous, en tant que ville, accéder à ces crédits? En fait, chaque ministère a fait part de ses besoins en matière de relance. Et du coup, tous les ministères ont une enveloppe dans le cadre de ce plan France Relance. Et des mesures bien identifiées. Alors, on va avoir des mesures de transition énergétique, de biodiversité, de décarbonation de l'industrie, de numérisation de la société, de sauvegarde de l'emploi. Il y a tout un tas de sujets qui sont couverts. C'est vraiment très large, les thématiques. Et les crédits sont alloués alors, selon des modalités assez variées, puisqu'il n'y a pas un seul gestionnaire du plan France Relance, mais il y a une multitude de gestionnaires. Chaque ministère a ses modalités de gestion différentes. Alors parfois, ce sont des appels à projets nationaux qui sont coordonnés par le niveau ministériel, ou parfois c'est coordonné par les services déconcentrés, ou bien les opérateurs des ministères. Il y a même des enveloppes qui ont été en délégation aux collectivités. Donc, alors typiquement la décile thermique dont vous avez peut-être bénéficié, donc qui ciblait spécifiquement la rénovation énergétique des bâtiments publics dans les collectivités locales. Et c'est fait sur crédit européen. Donc pour cette partie, ces 40 milliards, je vous avoue c'est un peu plus compliqué d'y voir clair. Mais normalement, dès le territoire, il y a un sous-préfet à la relance qui est susceptible de vous aiguiller. Donc, adressez-vous à votre préfecture, à vos interlocuteurs préfectoraux qui sauront vous aiguiller vers les bons appels d'offres. Mais il y a un outil qui a été développé et qui est, à mon avis, une bonne porte d'entrée. Slide d'après, s'il vous plaît. C'est le site internet du plan de relance, où là, il y a une entrée par bénéficiaire. Donc, les collectivités locales sont directement ciblées par ce plan de relance. Et donc, si vous cliquez sur collectivités locales, vous voyez tous les appels d'offres et toutes les thématiques qui ont été soutenues dans le cadre du plan de relance et pour lesquels vous pouvez émarger à des appels à projets qui sont soit en cours, soit terminés, soit à venir. Voilà. Donc, il faut avoir une approche vraiment opportuniste en fonction de vos projets d'investissement sur les prochaines années pour voir qu'est-ce que vous pourriez avancer un peu en raison de la disponibilité des crédits européens sur ces thématiques. Voilà sur le plan de relance. Merci beaucoup, Véronique. Je ne sais pas, Karine, si vous souhaitiez compléter sur le volet plan de relance ou si je prends une autre question. Alors, juste sur le volet plan relance, effectivement, le plan de relance, il y a le plan de relance effectivement de l'État qui est cofinancé par des fonds européens, mais la Commission, enfin l'Union européenne a aussi permis on va dire de compléter les enveloppes FEDER des programmes 14-20 des régions avec des crédits qui s'appellent REACT, c'est le pareil lié à la relance. Donc, effectivement, qui ont permis de compléter notamment des sujets qu'on a aussi sur le plan de relance. Donc, on est en complémentarité là-dessus et qui permet effectivement d'aider les PME à se relancer, mais aussi participe aux objectifs de climat, comme disait Véronique, sur la rénovation, mais aussi on a essayé de travailler sur les îlots de chaleur, par exemple, aussi, sur des choses comme ça. Très bien. Donc, en gros, si je me hasarde sur la relance, comme en bon conseil, comme l'évoquait Véronique, avoir une approche un peu opportuniste, de regarder ce qu'il y a sur le site et aller un peu piocher en fonction des projets que vous pouvez avoir à porter sur vos territoires. Et parlez-en le plus tôt possible avec les services préfectoraux, en particulier le sous-préfet à la relance, et vos correspondants au niveau du conseil régional. Comme ça, voilà. Et après, à charge à eux et à elles d'aller vous orienter vers le bon tuyau. Je ne sais pas si Véronique et Karine, ça vous convient comme conclusion. Je vous propose qu'on regarde. Donc, merci beaucoup d'avoir commencé à répondre. Il y a certaines questions que je vous propose de prendre à l'oral dans ce qui nous a été posé. Notamment une question, confirmez-vous que les fonds peuvent être mobilisés pour des travaux et pas uniquement pour des études ou soutien en ingénierie? Totalement, on peut cofinancer les travaux. Donc, on est sur du financement, ingénierie, études, travaux. Ouais. Tout super. Et en complément, effectivement, c'est une question dans le chat. Vous ne pouvez pas vous faire financer des travaux qui ont déjà démarré.
Il faut bien déposer la demande d'aide avant dans le cadre des règles sur l'incitativité de l'aide. Pour les dossiers où il y a la sensibilité, mais il y a des dossiers où il n'y a pas la sensibilité. Donc, il faut qu'on ait connaissance du dossier, mais ça dépend des dossiers. Alors, oui, du coup, pour les collectivités, quel est le cas particulier, Karine? Comment ça s'applique? Par exemple, sur la gestion des risques, des choses comme ça. Sur la gestion des risques, tu n'as pas de régime d'aide, donc il n'y a pas un souci d'incitativité. Mais généralement, c'est des dossiers qu'on connaît depuis longtemps parce que sur la gestion des risques, c'est un exemple, c'est des stratégies à long terme qu'on définit assez vite. Mais pour moi, il y a deux choses différentes. Il y a le dépôt administratif du dossier, voilà, et il y a la connaissance par la région du dossier avec un premier courrier ou des choses comme ça. Donc, il y a vraiment plusieurs éléments. C'est pour ça que je vous disais qu'il faut vraiment contacter dès l'idée du projet. Mais d'où aussi probablement l'intérêt de la gouvernance qui est installée dans le cadre de Petites Villes de demain, auquel va siéger l'État et le Conseil régional, qui permet aussi justement de porter à connaissance de tous les projets, même à des stades très amont, et justement, d'une part, de pouvoir identifier collectivement que tel ou tel projet pourrait bénéficier de fonds européens, et en tout cas d'avancer comme ça de manière un peu concomitante. En tout cas, on espère que cette installation et cette formalisation de gouvernance permettra aussi d'anticiper tout ça. Mais voilà, je pense que la question était relative à des travaux déjà engagés. Donc, pour résumer, si je comprends bien, a priori, c'est non. Bon, échanger quand même avec le conseil régional, on ne sait jamais, on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Mais c'est voilà, dans le cadre de la relance, où les dépenses sont éligibles à partir du 1er février 2020. Donc, voilà, il vaut mieux poser la question. Ok, merci beaucoup. Une autre question sur la future programmation que Véronique évoquait 2021-2027. Quelle est la date d'engagement pour déposer les premiers dossiers? Alors là, sur 2021-2027, les dossiers sont éligibles à partir du 1er janvier 2021. Sauf que les programmes régionaux n'ont pas encore été validés par la Commission européenne. Ils sont encore en cours de négociation puisque, comme l'évoquait Karine, on a une petite enveloppe de 4 milliards d'euros supplémentaires qui est venue réabonder la programmation 2014-2020. Donc, ça a un peu perturbé le démarrage 2021-2027 puisqu'on a encore pas mal de crédits non utilisés de la période 2014-2020. Donc, en réalité, bon, après, il y a une forte continuité quand même entre les programmes 14-20 et 21-27. Donc, n'attendez pas. Si vous avez des projets dans les tuyaux, allez rencontrer les interlocuteurs au niveau conseil régional pour voir un petit peu qu'est-ce que vous pourriez vous faire financer sur crédit FEDER ou FEADER. Nous, par exemple, on a mis en place, c'est pareil, c'est sur le site, des fiches de demande d'identification de projets qui sont à la fois relance et 21-27, ce qui nous permet d'avoir une description des projets et de savoir effectivement si on les met plutôt sur les crédits relance qui réabondent les programmes 14-20 ou 21-27, quelque chose comme ça. Donc, généralement, les régions qui travaillent comme ça, c'est-à-dire elles ont des fiches d'identification de projets, ça permet effectivement d'avoir un recensement et d'avoir des contacts. Merci beaucoup. Alors ensuite, il y avait des questions un peu plus ciblées sur des projets éligibles. Donc, il y a deux questions un peu dans la même veine. Donc, des projets culturels peuvent-ils être financés, par exemple la création d'un espace culturel et social? Et puis, une deuxième question très spécifique. Quel fonds, ou en tout cas, existe-t-il un fonds qu'on pourrait mobiliser pour la construction d'une école située en quartier prioritaire et dont la construction est prévue en matériaux de type paille? Donc, je comprends qu'il y a des enjeux sociaux et environnementaux derrière. Donc, est-ce que c'est possible de répondre à ces questions C'est ça. Et puis, je vais en profiter pour répondre à la première question de Claire Deblic sur la signification des OS 2, 1, 5, etc. Donc, effectivement, la politique de cohésion pour la prochaine programmation est organisée autour de 5 thématiques. Une Europe plus intelligente, une Europe plus verte, une Europe plus connectée, une Europe plus sociale et une Europe plus proche des citoyens. Voilà, c'est les 5 grandes thématiques de la prochaine programmation pour la politique de cohésion, sachant que l'essentiel des crédits sont quand même sur l'Europe plus intelligente et l'Europe plus verte, même si le FSE, le Fonds social européen, est intégralement dans l'accompagnement des personnes, principalement sur l'Europe plus sociale. Voilà. Donc, c'est principalement sur ces thématiques qu'on va
avoir des projets financés en France. Il y a d'ailleurs des régions qui ont décidé de ne mettre tout leur crédit uniquement sur OS1, OS2, donc Europe plus intelligente, Europe plus verte. S'agissant d'une école située en quartier prioritaire. Alors, la position de l'Europe sur la France, elle considère que la France n'a plus besoin de crédit pour financer ses écoles, que maintenant ça relève des dépenses nationales. Et l'Europe, c'est une discussion, c'est quelque chose d'un point de vue européen, ce serait autorisé, mais au niveau national, elle nous met quelques garde-fous pour que la France utilise les crédits là où elle en a besoin. Et effectivement, normalement, les écoles, la France est capable de se les financer toute seule. Exception faite de certaines zones où, à démographie particulière, alors typiquement les RUP dans les départements d'outre-mer, les régions d'outre-mer, ils ont le droit de faire beaucoup plus de choses avec leur crédit FEDER que ce qu'on a le droit de faire en région métropolitaine. Et d'ailleurs, une grosse partie des crédits nationaux qui vont, quasiment un tiers de nos crédits nationaux qui vont dans les départements d'outre-mer, parce que le décalage de richesse est beaucoup plus important. Et en plus, ils ont des dynamiques démographiques qui nécessitent un investissement majeur en termes d'école, etc. Donc, voilà, je dirais plutôt non, mais dans des cas un peu spécifiques, ça peut rentrer. Et en particulier, vous évoquiez les quartiers politiques de la ville. Typiquement, ce sont des quartiers dans lesquels on peut avoir une approche un peu particulière. Donc là, à nouveau, rapprochez-vous de votre région pour voir si, dans quelles conditions un tel projet pourrait être financé. Alors parfois, ce n'est pas l'intégralité du projet, mais peut-être juste le volet, le surcoût lié à votre construction en paille. Peut-être que cette partie pourrait être financée assez facilement, mais l'intégralité du projet, un peu moins. Voilà, je vois que Karine approuve, ça me rassure. Je ne dis pas de bêtises. Et sur les projets culturels, et après je te laisse la parole pour que tu complètes. Sur les projets culturels, alors c'est possible dans le cadre d'enveloppes un peu à part, qui sont des enveloppes qui peuvent être confiées aux collectivités. Certaines régions ont fait ce choix, alors Karine pourra en parler, puisque c'est le choix de la Nouvelle-Aquitaine, d'avoir, plutôt que de fonctionner par appel à projet, ils ont fait le choix d'avoir des enveloppes un peu réservataires pour des territoires, et les territoires et les collectivités de ces territoires peuvent accéder à ces crédits pourvu que ça s'intègre dans une stratégie de développement du territoire. Donc, si votre projet culturel est un des piliers de votre stratégie de développement local, ça peut être financé par du FEDER, du FEADER, du LEADER. Ça dépend des situations de votre territoire. Je te laisse compléter peut-être, Karine. Oui, effectivement, sur la première partie, on est plutôt sur les surcoûts. Hein, effectivement, on peut payer pour financer les surcoûts. Mais sur les projets culturels ou même effectivement plutôt socio-économiques, on est sur effectivement l'appel la stratégie de développement territorial qui est élaborée par les territoires eux-mêmes et qui la portent et qui l'animent et qui vont donc sélectionner les dossiers correspondant à cette stratégie. Là-dessus, la région n'aura pas effectivement d'empreinte, entre guillemets, puisque c'est vraiment à la main des territoires de s'organiser entre eux. C'est un appel à candidature qui va être envoyé à la fin de l'année, de s'organiser entre eux et de mettre en place cette gouvernance. Donc effectivement, si sur votre territoire, il y a une stratégie qui est écrite, dans la stratégie, dans l'accès aux services, par exemple, des services culturels fait partie, effectivement, ça peut être finançable. Ce que j'ai vu dans les questions, il y avait une question de savoir si dans tous les territoires, il y avait des coûts d'action locale, cette organisation de stratégie en local. Ça dépend vraiment de chaque programme, en fait. Donc, il y a eu un choix pour la Nouvelle-Aquitaine en 21-27, où effectivement, l'ensemble du territoire de Nouvelle-Aquitaine sera couvert par ce système-là. Il y aura 54 territoires qui vont pouvoir développer une stratégie et chacun avec une enveloppe pour pouvoir financer des projets. Mais ce n'est pas le choix de chaque région, de chaque autorité de gestion. Donc, il faudra que vous voyez avec votre conseil régional correspondant s'ils ont fait ce choix et si vous êtes sur un territoire où effectivement il y a une stratégie locale. Effectivement, on le note, c'est probablement un sujet pour les clubs, puisque là, on est dans le cadre d'un événement du club national des petites villes de demain. Donc, il y aura probablement un travail à faire avec nos collègues en préfecture de région et de département dans les clubs locaux, justement d'informations assez larges sur le cadre de la programmation dans la suite. Une autre question qui touche les fonds européens, mais qui, je pense, intéresse de manière beaucoup plus large, à partir du moment où on a plusieurs cofinanceurs.
d'un projet. Cette question se pose, mais effectivement, elle se pose aussi pour les fonds européens. Donc, je la relais. Dans le cadre d'un cofinancement, les calendriers d'instruction ne sont pas toujours coordonnés. Comment faire quand on est une petite commune? Je vois Karine qui rit. Donc, Karine, je vous laisse la parole. Côté fonds européen, on arrive en dernier. Généralement, voilà, dans les dossiers de demande d'aide européenne, on demande la preuve d'obtention du cofinanceur. Donc, généralement, il faut que effectivement, les instructions des autres cofinanceurs se soient aient abouti ou est pas loin d'aboutir pour pouvoir effectivement engager le FEDER ou le FEADER ou le FSE, enfin, c'est un des quatre fonds. Donc souvent, effectivement, entre nous contacter dès le début du projet et puis arriver à la phase de prise administrative, ça peut prendre un certain temps en fonction des gens de cofinanceurs. Alors après, effectivement, il est important d'avoir des cofinancements sur votre dossier. Nous, on aime aussi quand même une certaine aussi, on va dire, en tout cas, c'est ce qu'on a essayé de développer en Nouvelle-Aquitaine, on va dire une optimisation des cofinanceurs. C'est-à-dire qu'on préfère sur un dossier un ou deux bons gros cofinanceurs avec le FEDER que 10 ou 15 et le FEDER ou le leader. Parce que c'est effectivement, ça peut être compliqué. D'où le fait, souvent, qu'on essaye d'accompagner les porteurs de projets dans les collectivités à faire ce qu'on appelle de l'ingénierie financière. C'est-à-dire que sur un panel de projets de votre stratégie, peut-être que sur celui-là, il vaut mieux demander que 2 cofinanceurs, mais à fond. Sur celui-là, plutôt un seul, ou 2, etc., pour éviter chaque fois de demander des multitudes et multiplier les procédures administratives et donc des problématiques de calendrier d'instruction. Voilà. Et par exemple, on a certaines PCI qui ont des postes, des transmissions, subventions ou cofinanceurs en général, qui essayent de travailler là-dessus pour accompagner effectivement les projets à faire cette vraie ingénierie financière sur les dossiers. Mais effectivement, c'est un des sujets qu'on essaie de nuancer, de rendre le moins douloureux possible. Mais Merci beaucoup. Véronique, je ne sais pas si vous souhaitez compléter là-dessus. C'est bon. Non, j'allais avoir la même réponse. Effectivement, l'Europe vient en dernier. Parfait. Donc, et certaines régions ont fait l'effort d'avoir des dossiers uniques, mais ce n'est pas le cas partout. Donc, malheureusement, il faut souvent effectivement aller faire les demandes aux différents endroits. Et l'Europe intervient en dernier financeur une fois que tous les autres ont fait leur remboursement. Mais effectivement, je retiens aussi en termes de bons conseils, en termes d'ingénierie financière, surtout là au démarrage du programme Petite Ville de demain. On insiste beaucoup dessus dans la direction de programme sur la notion de gouvernance, mais on est assez persuadé que justement l'installation d'un comité de projet autour des élus, c'est essentiel en ayant aussi les financeurs et les experts autour de la table, ce qui va permettre aussi d'arriver à bâtir collectivement cette ingénierie financière en ayant de la visibilité sur la stratégie et sur le plan d'action et justement de se répartir un petit peu en fonction des compétences, des priorités de chacun et d'éviter effectivement un émiettement de plein de petits financements qui sont extrêmement coûteux en temps et administrativement pour tout le monde. Alors qu'on peut être plus efficace en travaillant collectivement et en faisant des masses un peu plus globales. Peut-être pour finir cette séquence de questions-réponses, merci beaucoup à toutes les deux. Je vous poserai bien une dernière question. Vous avez un peu égrené des conseils au fil de cette heure, mais voilà, en résumé, quels conseils pratiques vous donneriez aux communes et Interco Petite Ville de demain, à l'heure où finalement, voilà, ils sont en train de préparer ou de finaliser leur projet de territoire, de préparer leur plan d'action. Voilà, donc par rapport à cette mobilisation des fonds européens, quel serait le conseil qu'il faudrait retenir d'après vous? Alors, l'Europe s'engage dans votre région. Je pense que c'est la phrase clé à taper dans Google pour voir quelles sont les aides européennes auxquelles vous pouvez accéder. Non, je pense qu'il faut vraiment avoir une approche opportuniste sur ces fonds européens. Donc, prenez connaissance des programmes européens de votre région pour voir ce qu'ils financent, pour voir si ça vous donne des idées et essayez d'aller chercher ces crédits. C'est un travail qui est un petit peu laborieux quand on n'a jamais goûté aux fonds européens. Mais la plupart des bénéficiaires de fonds européens reviennent quasiment systématiquement. Je crois qu'on a près de 85 à 90% de bénéficiaires qui disent si c'était à refaire, ils feraient la même chose et puis ils vont chercher de nouveaux fonds. Donc, ça vaut le coup de se retrousser les manches pour connaître ce qui existe et puis pour
faire la démarche parce que c'est vraiment des montants qui sont extrêmement importants par rapport à d'autres financements. Merci Véronique. Karine? Je ne dirais pas mieux, j'allais dire venez nous voir, c'est sûr, parce qu'effectivement, il y a de l'argent, donc, et surtout de l'argent pour notre territoire et nos projets. Et ça c'est dommage de ne pas, voilà, de pas les consommer. Et puis surtout, il faut passer la première marche, en fait, comme disait Véronique, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a une première marche, les gens se disent, oh là là, il y a tout ça, il y a tout ça, il y a tout ça, mais déjà, vous n'êtes pas seul, voilà, on est là. Et puis une fois qu'on a passé la première marche, après, pour d'autres dossiers qui viendront, on aura su les trucs et astuces, les écueils. Donc voilà, mais il faut passer la première marche. Merci beaucoup à toutes les deux. On a vu que, très concrète, l'aide à la construction d'un cinéma, d'une maison médicale, d'une piste cyclable, les fonds européens sont très riches en opportunités pour votre territoire et peuvent vraiment vous aider à concrétiser vos actions rapidement et de manière ambitieuse en complémentarité des autres financeurs. Donc, on n'a pas pu aujourd'hui aborder tous les sujets. L'Europe, c'est aussi le fonds LIFE qui permet de financer des projets de protection de l'environnement, les fonds de coopération transfrontalière comme Interreg ou encore Urbact, qui est un programme d'accompagnement de projets urbains innovants. Donc, on aura probablement l'occasion d'y revenir dans les prochaines semaines en fonction de vos retours aussi et de vos besoins et envies. Donc, sur ces sujets, en attendant les prochains rendez-vous, beaucoup de ressources existent en ligne. On en a un peu parlé aujourd'hui, produites. Oui, Véronique. Merci Juliette. Effectivement, en complément de ce que tu viens de dire, je voudrais juste signaler qu'il y a une totale transparence sur les financements européens et que la totalité des projets qui ont été financés ainsi que les montants des financements européens qui ont été perçus sur chacun de ces projets est disponible en ligne, alors soit sur notre site internet l'Europe s'engage en France, soit sur le site internet de votre région. Donc l'Europe s'engage en Nouvelle-Aquitaine ou je ne sais quelle région. Donc voilà, n'hésitez pas à y faire un tour parce que c'est assez inspirant pour voir un petit peu les projets qui ont pu être financés. Là, vous vous rendrez compte qu'effectivement, il y a sans doute quelques investissements que vous pouvez avoir en tête qui étaient dans le programme des dernières municipales qui peuvent bénéficier d'un cofinancement européen. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Merci Eric. Encore un bon conseil. On le note précieusement. Et puis, je voulais également citer le supplément de la Gazette des communes qui a été construit avec l'Europe des communes à l'initiative de la Commission européenne qui paraîtra demain à l'occasion du Salon des maires, donc l'Europe de réelles opportunités pour vos territoires. Donc, il y a un guide qui a été conçu pratique à destination des élus qui sera un bon complément à ce webinaire. Par ailleurs, un dernier point dont on n'a pas parlé pour les projets transfrontaliers, je parlais d'Interreg, notre partenaire, la mission opérationnelle transfrontalière, MOT pour les intimes, peut aussi vous accompagner si vous avez un projet transfrontalier. Alors, ça ne concerne pas tout le monde, mais pour ceux qui sont concernés, n'hésitez pas à vous rapprocher de la MOT. Et enfin, bon, comme vous le savez, le programme Petite Ville de demain, c'est votre programme, et en particulier le club. On est un large collectif de partenaires qui nous mobilisons pour vous accompagner au mieux dans vos projets et vos actions. N'hésitez pas à nous faire part de vos besoins, que ce soit dans le club en termes d'information, d'approfondissement, de retour d'expérience. Au niveau local, les services du préfet de département, qui est le délégué territorial de l'ANCT, et voilà, donc tous ces services sont à vos côtés pour vous accompagner au quotidien et vous aider à vous repérer aussi dans les solutions opérationnel, en appui, que ce soit en expertise, en financement. Il me reste à vous remercier, Véronique Ménez, Karine Vernès, merci vraiment infiniment pour cet éclairage très riche, ce premier éclairage sur les fonds européens. En tout cas, au sein de l'équipe de la direction de programme, on aura beaucoup de plaisir à y revenir tout au long du semestre de la présidence française auprès de l'Union européenne. Merci beaucoup aux 130 participants, je crois, pour votre fidélité et puis vos nombreuses questions qui ont permis de rendre cette section vivante. Merci encore et toujours à Héloïse Thibault, donc, qui est chargée de projet au sein de l'équipe et qui organise de main de maître ces webinaires. On vous donne rendez-vous le 1er décembre pour un webinaire de travaux pratiques, c'est-à-dire à partir d'une expérience d'une collectivité. On ne va parler que d'une expérience pendant 1 heure avec le maire et David Laboret, coordonnateur des ORT au ministère de la Transition écologique. Donc, c'est le 15 octobre dernier, on a vu la présentation, l'essentiel des ORT. Là, on revient sur une session de travaux pratiques. Et puis,
d'ici la fin de l'année, on se retrouvera autour d'une semaine thématique consacrée au bien vieillir dans les petites villes de demain. Merci encore à toutes et tous et à très bientôt.